Cette semaine, histoire de passer la pandémie, on reçoit Anne-Émilie, Cassandre, Thomas, Camille et Kim. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est David Girard. Merci à Thomas. Il vient de me démuter. Je suis très content. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette semaine, on discute de théories conspirationnistes en temps de pandémie. Anne-Émilie nous parle du mouvement anti-vaccin en 1885 à Montréal. Bonjour, Anne-Émilie. Ça va? Oh, les micros sont mutés, c'est pas grave. On essaie quelque chose de différent cette semaine. C'est jovial, ça change la dynamique, c'est agréable. Camille nous parlera du nouvel ordre mondial. Cassandre nous a préparé un petit quiz pour égayer le tout. Évidemment, on a Ken avec nous en studio. Et finalement, Thomas, on commence avec toi. Qui nous Oui, parle? Tu nous parles du protocole des sages de Sion et l'une des premières grandes conspirations mondiales, c'est ça? oui, exactement. En fait, le protocole des sages de Sion est avant tout un document qui a été massivement distribué dans les années 1920, mais qui date d'un peu avant, début du siècle. On n'est pas très bien capable de le dater. Les premières copies papier qu'on voit, c'est vraiment 1903. Et c'est vraiment une petite copie abrégée, une copie encore plus longue en 1905. Et en fait, ce protocole des sages de Sion-là, ce serait un témoignage d'un journaliste russe ou d'un individu russe qui aurait, qui aurait témoigné d'une rencontre secrète entre les sages de Sion, donc des sages juifs, et les francs-maçons, dans une grande théorie de conspiration, dans un très énorme complot pour essentiellement dominer le monde. Et ce document-là, comme je l'ai dit, a massivement circulé dans les années 1920, mais est à la base même, on pourrait dire, de l'antisémitisme moderne. C'est vraiment un très beau témoignage, non, un très laid témoignage de Oui, l'antisémitisme européen. un Et, texte fondateur. oui, mais c'est un texte fondateur de la conspiration en même temps. Puis on peut vraiment voir que ça apparaît également à l'époque où la presse de masse est déjà très bien établie et que ça circule massivement. Même que ce texte-là a connu un regain, on ne parle pas vraiment un regain, mais a été vraiment plus popularisé à partir des années 1920, quand The Times, un journal britannique, aurait publié un article du nom de le péril juif, un pamphlet dérangeant, parce qu'ils avaient mis la main sur ce pamphlet-là, et qu'ils auraient répandu ces fausses nouvelles sur ce supposé protocole des sages de Sion. Ils lui ont donc donné beaucoup de crédibilité. Deux Oui, grandes questions pour toi. oui. Ça vient d'où et ça parle de quoi? Ça vient d'où? C'est là tout le mystère. On n'est pas à 100% sûr ça vient d'où. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites autour du document. Comme vous savez, il y a une vingtaine de traductions. Il y a même plusieurs différents modèles du texte. Mais on pense pouvoir l'attribuer à des agents secrets du tsar qui étaient basés à Paris, qui l'auraient écrit dans les années 1890. L'agent en question, ce serait Mathieu Golovinsky. Mais encore là, c'est très, très, très incertain. La nature, ben, pas la nature, mais l'auteur de ce texte-là. De Euh, raison, les agents du tsar auraient voulu écrire un tel texte. Est-ce qu'on le sait? Ça aussi, en fait, j'ai pas trop approfondi là-dessus, mais il faut se dire que justement, en Russie, il y avait la montée du communisme, pareillement des montées du communisme un peu partout en Europe. Les vieilles monarchies, la Russie en étant une, était en péril contre la montée du capitalisme industriel et du communisme, du socialisme et de toutes ces autres idéologies politiques. Fait qu'on peut, fait une des raisons, c'était peut-être de rehausser justement la légitimité des régimes conservateurs et traditionnels. Cassandre? Est-ce qu'il y a des peut-être certaines preuves qui pourraient démontrer? Est-ce qu'ils se basent sur quelque chose?
Et non. Il se base beaucoup sur des stéréotypes, surtout le texte qui apparaît après 1920, le lien entre les communismes et les Juifs. Il ne faut pas non plus se mentir, beaucoup de Juifs participaient au mouvement communiste. Beaucoup de Juifs ont fait partie des gouvernements communistes en Russie, surtout pendant la Révolution, même qu'ils étaient disproportionnellement là. Mais en même temps, ils sont en train de dire que la communauté juive au complet est en train de conspirer, tandis que la majorité des Juifs russes, ils vivaient littéralement dans the Pale Settlement, la colonie blanche, si je ne me trompe pas, et étaient essentiellement des paysans avec une quantité phénoménale de restrictions sur leur liberté. Donc, c'est un auteur, c'est le Roberto Finzi qui a justement écrit sur l'antisémitisme et qui dit que individuellement, il y a des vérités, mais mises ensemble dans une énorme théorie de complot, c'est là que ça tombe. Ben, pas que ça tombe, c'est là que ça devient complètement ridicule. Et justement, pour arriver à des éléments qu'on peut, des éléments qui ne sont vrais pas, qu'est-ce que contient les protocoles de Sages-Sion? En fait, c'est une vingtaine de rencontres. Vous pouvez trouver des copies, en fait, sur Internet. Il y a plusieurs différentes copies que vous pouvez lire. Il y en a qui sont des copies éditées et critiquées, évidemment, qui sont plus suggérées si vous voulez être si vous voulez faire attention à l'information que vous lisez. Mais pour l'essentiel, ce que ça va contenir, ça va essentiellement dire que les communistes sont derrière toutes les grandes idéologies politiques qui sont en train de détruire euh, les valeurs conservatrices, les valeurs établies, les valeurs chrétiennes, catholiques et le vieux monde essentiellement. Vous disait que c'était basé aussi sur une satire que c'était modifié. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, en fait, ce qui est arrivé pour la construction de ce texte-là, et c'est en fait en 1920, après que ce texte-là ait circulé un peu partout, que des historiens et des journalistes se sont penchés dessus et qu'ils ont réalisé que 40% du texte, en fait, est un calque d'une satire c'est de Maurice Joly, qui est sorti dans les années 1867 environ, qui se moquait du régime de Napoléon III. Donc, c'est littéralement un calque dans le sens que les phrases sont pareilles, mis à part que quand ils vont parler de Napoléon III, ça va être les sages de Sion. Et cette satire-là, c'est le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ça, c'est seulement 40% du texte. Le reste, c'est parfois des rajouts. Le reste, c'est vraiment genre de la pure fantaisie qui a été rajoutée pour grossir le texte et le rendre bien, bien juteux, si on veut, rempli de conspirations de méchantes personnes. Kim, tu avais une question? Oui, et donc moi, j'étais curieux. Comment il réussissait à justifier que le complot mondial juif dans les protocoles de Sion pouvait être derrière autant le communisme que le capitaliste, qui sont pourtant deux idéologies très, très clairement opposées? Leur justification était essentiellement que ces deux idéologies-là étaient méchantes à la base. C'était des idéologies diaboliques presque, produites par ces juifs-là qui se font également accuser de déicide et autres. Et de manière, c'est assez simple aussi. Il faut dire que quand même la communauté juive américaine, derrière ce capitalisme américain-là, elle existe, elle était très active également là, comme elle était active dans la Révolution russe. Donc, ils sont capables de trouver des individus juifs partout dans ces systèmes mondiaux-là. Ils sont capables de dire, ben voilà, vous voyez, on vient de confirmer la théorie du complot. Et en fait, c'est assez simple. Ils font simplement dire que les Juifs sont là pour prendre le pouvoir. Je vais te lire juste une petite citation qui montre comment il essaie de dire que le Juif, dans le fond, c'est son unique but. Peu importe le moyen d'y arriver, il veut vouloir prendre le pouvoir. Donc, c'est écrit, la violence doit être un principe, la ruse et l'hypocrisie une règle pour les gouvernements qui ne veulent pas remettre leur couronne aux mains des agents d'une nouvelle force. Ce mal est l'unique moyen de parvenir au but, le bien. C'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la trahison, toutes les fois qu'elles peuvent nous servir à atteindre notre but. Donc, il faut tout utiliser. La communauté juive, les Juifs doivent tout utiliser dans leur pouvoir pour réaliser ce complot mondial-là. Et tu nous disais que le régime nazi s'était nourri d'ailleurs de ce protocole de Sion-là pour construire son programme antisémite. Oui, absolument. Même que Adolf Hitler
ça l'avait circulé que ça l'avait démenti. L'année d'après la publication de l'article du Times, le Times a écrit « Ah, ben, dans le fond, c'est tout pas vrai. » Ça a circulé. Mais pour un conspirationniste... Excuse, vas-y. OK. Pour un conspirationniste, tout ce que ça a fait, ça a confirmé que les Juifs étaient derrière les journaux. Donc, ça l'a... en fait, ça l'a... Finalement, au protocole. Oui, c'est ça. Ça donnait de la crédibilité au protocole parce que là, absolument, les Juifs dans la presse se sont mobilisés pour changer l'histoire, pour faire en sorte que c'était pas vrai. Fait que pour lui, c'était juste une confirmation de l'histoire. Puis aussi, pour revenir à la question de King, c'est que les Juifs avaient tellement de restrictions au niveau, comme dans les emplois libéraux et tout ça, que souvent le commerce, légal ou illégal, était la seule manière pour eux, souvent en Russie, de pouvoir avoir un peu d'argent. Puis, il y avait une espèce de théorie qui s'enrichissait puis qui construisait une espèce d'hégémonie financière grâce à ça. Puis, pour le communiste, Karl Marx était associé. Ben, il était d'origine juive, ses parents, même si lui ne l'était pas. Donc, c'est comme un peu stéréotypé ces visions-là du juif capitaliste puis du juif communiste, même si dans les faits, les deux s'opposent. Ce qui est un Oui. peu, Les deux s'opposent, mais la communauté était quand même présente dans ces milieux-là. Et comme, par exemple, le cas russe est très intéressant, même le cas en Pologne et en République tchèque, du moins les partis qui étaient en Russie, un des seuls commerces qui avait le droit d'avoir, c'était les débits d'alcool. Et les pogroms, au début du siècle, c'était littéralement un des prêtres catholiques qui disait littéralement que les Juifs étaient en train de corrompre le paysan polonais à travers l'alcool. Donc, ce qui a été massivement pillé pendant les premiers pogroms, c'était les bars. Pillés dans le sens, ils n'ont pas détruit l'alcool, ils l'ont bu. Et ils en ont détruit, évidemment, mais... On fait disparaître. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, les Juifs se font blâmer pour des choses qui leur sont un peu imposées, si on veut, dans le cas de la Russie. Mais il ne faut aussi pas oublier que dans le restant de l'Europe, la France, en Allemagne, en Italie, les Juifs étaient pleinement intégrés, étaient pleinement, je ne dirais pas libéralisés, mais leur identité n'était pas prise par des lois restrictives. Bon, merci. On a eu un petit vent d'ailleurs d'antisémitisme au début de la crise quand les communautés hassidiques de Montréal se réunissaient. On a vu quelques commentaires passer sur les réseaux sociaux. Ma foi, ça volait très bas. Je tiens juste à dire cela. On enchaîne tout de suite parce qu'on reste dans le même sujet, dans la même logique de pensée. Camille, tu nous parles Merci Thomas. Tu nous parles, Camille, du Nouvel Ordre mondial. Et en fait, le Nouvel Ordre mondial comme sujet, en fait, c'est une théorie du complot, mais aussi un concept de science politique. Dans la théorie des relations internationales, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir deux hégémonies qui vont s'affronter sur la scène mondiale, donc les États-Unis et l'URSS, et qui va constituer une rupture par rapport à l'avant-deuxième guerre et la Première Guerre, où c'était l'Europe et un peu les États-Unis, puis un peu la Russie qui soufflait le froid et le chaud sur la planète. Mais désormais, ça va être les États-Unis et l'URSS qui vont séparer le monde en deux et qui vont essayer un peu de s'accaparer toutes les instances, notamment par les Nations Unies, aussi rallier les pays tiers-mondistes, comme on dit. Le monde en deux grandes sphères géopolitiques. Exactement. Donc, on va avoir après ça, jusqu'en 1980, jusqu'à la chute de l'URSS, où désormais, les États-Unis vont un peu avoir gagné, si on veut. Puis la théorie du Nouvel Ordre mondial va un peu expliquer que maintenant, les États-Unis sont passés de superpuissance à hyperpuissance et que les promesses du libéralisme vont maintenant s'étendre à travers le monde. Et dans le fond, les théories conspirationnistes qui vont apparaître un peu à partir des années 90, surtout avec l'apparition de l'Internet civil, c'est que désormais, on va avoir... je suis désolée, mon copain est en train de faire des conneries dans la cuisine. Mais
Mais il va y avoir des crises économiques qui vont se mettre en place un peu partout. La richesse n'est pas au rendez-vous. Les élites mondiales sont de plus en plus riches, notamment Bill Gates, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ça. Et les complotistes, ils vont ressortir cette vieille théorie du complot qui date en fait du Nouvel Ordre mondial, qui date du début du 20e siècle, qui, selon certains politiciens conservateurs, s'inscrit dans une dérive planétaire des institutions démocratiques pour devenir un projet global, gouvernement global qui va prendre en charge toutes les nations et qui va les réguler selon des idées libérales. Et c'est surtout, en fait, pour mettre un terme à toutes les espèces d'ordres religieux qu'il y avait à l'époque qui étaient plus conservateurs. Donc, désormais, le libéralisme a gagné. Oui. Je pense que ton souper va être prêt, Camille. Dès que tu termines la chronique, là, c'est chaud, c'est sur la table, c'est servi. Anne-Émilie, tu avais une question? Oui, en fait, question et commentaire. Justement, quand tu parlais des conservateurs, j'imagine des conservateurs très religieux dans ce cas-là. Parce que je crois que probablement il y a des arguments qui sont soulevés par rapport à ces religieux-là en lien avec l'Apocalypse qui dit qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial qui va mener en fait, à la fin des temps et le retour de Dieu sur Terre et tout. Là. Je pense que c'est vraiment un des arguments. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, bien en fait, ça s'explique aussi par le fait qu'avant, les sociétés étaient plus... s'alignaient plus envers la religion. C'est surtout la religion qui régnait un peu, puis qui s'opposait aux idées des Lumières. Et tout d'un coup, ben, ça va être juste le progressisme, le libéralisme qui s'impose. Et aussi à travers tous les organismes nationaux comme la Société des Nations, la Banque mondiale et tout ça, qui vont mettre en place leurs idéaux plus libérales et afin de dénoncer ça, les conservateurs vont dire ben, c'est un régime totalitaire qui va se mettre en place bientôt, vous allez voir, vous n'aurez plus le droit vous n'aurez plus le droit de excuse, de suivre un peu la lignée du pape un peu. Et ils vont s'inspirer aussi des livres de George Orwell, le 1984 et Le meilleur des mondes de Huxley, dont c'est des groupes des groupes élitistes qui sont derrière les opérations, dont le Club de Rome ou les Illuminati, qui vont prendre en charge tous ces voyons. Belle organisation là. Voilà. Quelle question? Oh non, c'est plus une remarque, parce que notamment, justement, avec tous les temps qui courent, je regarde attentivement les médias sociaux et c'est assez intéressant que tu nous parles de nouvel ordre mondial parce qu'il y a des gens qui sont en fait persuadés que la crise du COVID-19 est en fait un plan pour justement permettre au gouvernement d'instaurer les outils nécessaires pour créer le dit nouvel ordre mondial, comme par exemple la 5G. Et j'ai des fois des gens qui affirment que la 5G est arrivée. Ils sont en train d'installer la 5G en secret alors que tout le monde est chez eux en train d'avoir peur d'un virus imaginaire. Et c'est très drôle, j'ai des amis qui travaillent dans les télécoms et en fait, la 5G n'est toujours pas arrivée au Canada. Mais c'est aussi une espèce de comment prendre possession aussi de toute l'idéologie, un peu imposer son idéologie qui est conservateur, qui s'oppose un peu aux critiques des Nations Unies envers la crise du capitalisme, l'exploitation qui va s'opérer un peu à travers le monde. Puis on va dire c'est à cause des Nations Unies que ça arrive, alors qu'en fait les Nations Unies critiquent ce genre de choses. Puis ça s'oppose aussi à l'idée, à la notion d'internationalisme qui est prônée par le régime communiste. Donc, ça vient un peu... C'est une critique anti-communiste, un peu anti-tout, qui n'est pas conservateur. Ça avait une question? C'était pas tant une question, je voulais juste revenir avec ce que Ken disait. J'ai comme plus rapport, mais je voulais juste dire que
le réseau 5G, là, je ne suis pas conspirationniste, mais le réseau 5G est en train d'être implanté au Canada là, présentement. Mais il n'y a aucun lien que tu peux faire avec la COVID. Là, C'est quand même le 5G, ça reste que c'est quand même l'état de surveillance idéal qui se met en place, comme l'avait décrit George Orwell, parce que maintenant, on va pouvoir suivre l'ensemble des individus à la trace, comme on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent. Tu sais. Je veux dire, tu as un GPS dans ton téléphone. Oui, mais il y a quand même, je veux dire, je pense que le taux de précision est de 30 mètres. Là, avec le 5G, on était à un pied près, là, à peu près. Là. Donc, ça va changer la dynamique. En même temps, tu as Facebook, ils savent déjà qu'est-ce que tu fais. Avec ton adresse IP, c'est assez facile de te retrouver. Je suis désolée de te... Je sais très bien, mais on se dit toujours avec ça. Hein? Moi, je ne fais rien de mal, je suis correct. Mais regardez, là, tout ce qu'on fait comme rassemblement extérieur pourrait éventuellement devenir illégal et criminel. Donc, on ne sait jamais. Voilà. Cela dit, je ne vais pas partir un débat sur la 5G aujourd'hui. J'essaie de garder notre fil de discussion Facebook et YouTube vierge de commentaires. Question comme ça, est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement entre le protocole des sages de Sion et le nouvel ordre mondial? C'est assez antique. Ça a été un peu relié à la juiverie internationale qui serait derrière les organisations nationales, dont les Nations Unies, la Banque mondiale, en fait, les Juifs seraient derrière un peu tout ça pour implanter le communisme aux États-Unis et s'opposer à la détermination des peuples, qui normalement est un concept qui est utilisé pour des pays qui ont vécu sous l'impérialisme et qui désormais font des révolutions de libération nationale. Puis les États-Unis, ils l'ont déjà fait. Mais là, tout d'un coup, la nation des États-Unis serait à risque de devenir un pays communiste. Et vraiment, ça fait un communiste. Puis les communistes, ça veut dire que c'est les Juifs qui sont derrière tout ça. Ma foi, merci. Intéressant, encourageant. Comment? C'est vraiment passionnant et un peu... c'est difficile à suivre. L'actualité, en fait. C'est ça qui est merveilleux. L'histoire rejoint à merveille ce qu'on vit présentement. Petite pause parce qu'on va faire un petit retour dans le temps d'ailleurs et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont employés présentement qu'on a retrouvés préalablement. On vous revient dans un instant. Rebonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Re-bienvenue dans cette émission où on parle de conspiration, de théories conspirationnistes. On enchaîne avec Anne-Émilie Lasserte. Pardon, excusez-moi. Lasserte, oui. Pour prendre un montage. Qui nous parle du premier mouvement anti-vaccin en 1885 à Montréal. Il y a des rapprochements à faire avec aujourd'hui. Oui, en effet, on en a vu passer un peu aux États-Unis et même ici à Montréal, là, quelques semaines, il y a eu un mouvement anti-confinement, anti-vaccin. Je connais des gens même qui... À Québec, présentement, il y a des manifestations. Donc, j'ai commencé avec une petite anecdote qui se passe le 4 novembre 1885. Il y a le maire Honoré Beaugrand, accompagné de la police, qui se rend chez un ouvrier du nom de Élie Gagnon dans le but de l'arrêter et de le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'amener ses enfants souffrant de variole à l'hôpital, ce qui l'a mené d'ailleurs à menacer la police avec une arme pendant plusieurs jours, jusqu'à temps que le maire intervienne. Pour la foule qui assiste à la scène, Beaugrand est un monstre. On affirme même que jamais de mémoire d'homme on avait vu ainsi des enfants arrachés à leurs parents, les pères jetés en prison, les fils séparés de lui, l'épouse terrifiée et dévastée. Tout d'abord, on fait un petit saut dans le temps. C'est qui Honoré Beaugrand? Peut-être n'en avez-vous déjà entendu parler, ce nom vous dit quelque chose? Oui, c'est pas lui qui avait construit l'hôtel de ville de Montréal ou qui en a commandé la construction. Là, je sais que tu ne sais pas parce que je t'ai posé la question en préparation. Je crois que oui. Je
suis pas sûre à 100%. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais possible. Mais c'est également connu pour ses romans ou ses contes, en fait. Oui, c'est ça, la Chef-Galerie, conte canadien-français très connu, le canot volant qui s'envole, le pacte avec le diable et tout. Là. C'est lui qui l'a mis par écrit pour la première fois. Donc, c'est ça. Beaugrand, c'est un journaliste, un éditeur, c'est un écrivain. Eh bien, lui a été élu maire à Montréal le 2 mars 1885. Et Beaugrand est réputé pour être un libéral, un républicain, un anticlérical et même un franc-maçon. Donc, la boucle est bouclée avec les autres chroniques. Son élection est polarisée. Les Canadiens français se rangent du côté de l'ancien maire qui essaie d'être réélu. Ça fait 10 fois qu'il est rendu à son 10e mandat. Donc, il est très vieux. Et du côté des anglophones et des protestants, on vote massivement pour Beaugrand. Et comme je mentionnais tout à l'heure, eh bien, il va faire face à une grave épidémie de variole très meurtrière et au mouvement anti-vaccin qui se propage principalement chez les Canadiens français. Tout d'abord, la variole, c'est quoi? Le virus se contracte par la bouche ou le nez et contamine le sang. Les premiers symptômes sont les frissons, la fièvre, des maux de dos, des vomissements. Après ça, il y a des éruptions cutanées qui sentaient à ce qui paraît très mauvais et suivi de convulsions, de délire et finalement la mort, parfois même en quelques jours, voire quelques heures. Quand même, on la voyait, la maladie, contrairement à aujourd'hui, la maladie, on ne la voit pas beaucoup. Là, on avait une manifestation tangible. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il voulait parler. Oui, Ken, tu avais une question? Non, en fait, plus une intervention en lien avec ça, mais j'ai des. En fait, du côté de mon père, il y a un de mes oncles qui est décédé en bas âge à cause de la variole au Vietnam. Ça existe Oui, encore. c'est ça, si ça on va dans arrive. certains pays. Non, mais il est décédé durant les années, fin des années 40, début années 50, là, mais n'empêche que c'est pas si loin que ça. Non, c'est vrai. Donc, comment la variole est arrivée à Montréal? Ben, on dit que ce serait un conducteur de train qui est passé par Chicago et qui aurait ramené la maladie à Montréal au mois de février 85. Il est mis finalement en quarantaine à l'Hôtel-Dieu et on sous-estime ses symptômes. On ne pense pas que la variole est de retour parce qu'on a déjà eu affaire à des autres cas de variole précédemment, mais on pense que c'est fini, cette affaire-là. Donc, une grippe, disait-on à l'époque. Ouais, genre. Puis, en fait, on soupçonne que c'est peut-être la varicelle, étant donné les marques sur la peau, mais finalement, c'est pas ça. Et ça va être le monsieur va survivre, tant mieux pour lui, mais une Acadienne qui s'occupe de la buanderie, de la literie d'ailleurs des malades, va tomber malade, va en mourir, va la transmettre à sa sœur et s'ensuit l'escalade de contamination. Ce qui nous amène à la fin de l'été 1885, l'épidémie commence à être incontrôlable. Le 19 septembre, le gouvernement municipal rend obligatoire la vaccination. Et on veut enrayer l'épidémie à ce moment-là, donc on prend les grands moyens. Exactement. Sauf que le 28 et le 29 septembre 1885, il y a une émeute anti-vaccin qui éclate à Montréal. Les émeutiers assiègent le bureau de santé de Faubourg-de-l'Est et y mettent le feu. La police n'arrive pas à contrôler la foule et Beaugrand doit même faire appel à l'armée pour faire cesser l'émeute. Et d'autres émeutes vont avoir lieu d'ailleurs jusqu'au mois de novembre. Maintenant, les arguments des anti-vaccins. C'est là que ça devient très intéressant. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, la variole avait déjà, comme gestionnaire, avait déjà fait rage les siècles derniers, et ça même depuis la Nouvelle-France au Canada. Et il existe un vaccin qui existe depuis 1796. En 1861, c'est-à-dire 4 ans avant notre épidémie, il y a une loi qui rend la vaccination obligatoire, sauf que la loi n'est pas respectée, et parce qu'il y a quasiment plus de cas au Canada de variole, au point même qu'on ferme l'hôpital pour varioleux de Montréal.
Donc, lorsque l'épidémie arrive, plusieurs personnes se disent ben, on a déjà réussi à se débarrasser de l'épidémie sans vaccin. Pourquoi on ne pourrait pas faire de même? Pourquoi on aurait besoin du vaccin finalement? Autre Kim, tu avais argument, une intervention? oui, vas-y. Oui, j'avais une question justement. Le mouvement anti-vaccin de cette époque-là était issu de quelle partie de la couche sociale? Est-ce que tu sais si mettons, ça touchait par Oui. exemple une communauté, c'est quelle communauté, quelle strate de la société qui était contre ça ou c'était plus réparti? Oui, c'est du côté des Canadiens français principalement. Les Canadiens anglais, eux, se laissaient vacciner. Et on voyait Beaugrand, justement, un peu plus comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'électorat, les Anglais avaient plus voté pour Beaugrand. Donc, on va être limite ça une conspiration contre les Canadiens français de la part des Canadiens anglais. Aussi, ben, cette couche de la population-là croit fermement que la variole vient des émanations des marais et des égouts, un peu comme c'est le cas de la choléra. Et on pense que si on nettoie les villes, ben, ça va être suffisant. De plus, pour les anti-vaccins, il semble vraiment inconcevable, voire même irrationnel de donner, en fait, d'administrer le virus via un vaccin à un enfant qui est sain. D'ailleurs, ils n'avaient pas à 100% tort, si je tiens à le dire, parce que les conditions des gènes dans lesquelles on administrait le vaccin n'étaient pas toujours salubres et parfois, il y avait des causes d'infection. D'ailleurs, il y a un exemple dans un orphelinat où des enfants sont tombés gravement malades suite à la vaccination à cause du manque d'hygiène. À l'époque, c'était une aiguille pour 3 personnes. Hein. C'est ce qu'on disait, je crois. Je ne connais pas les détails, mais ça ne me surprendrait pas que ça aille jusque-là. Un autre argument aussi, ben en fait, les gens ne voulaient pas envoyer leurs enfants principalement ou eux-mêmes, en fait, à l'hôpital parce que l'hôpital, les installations étaient largement inadéquates. On va même cacher les malades pour pouvoir être sûr de pas qu'ils ne soient pas envoyés en fait à l'hôpital. Oui, Tabac? Oui, en fait, je me demandais Oui. qui circulait ces idées-là? Par où ça passait? Comment est-ce que les classes populaires et autres s'informaient et découvraient que des vaccins, dans le fond, seraient potentiellement mauvais, comme Oui, le ben, voudrait justement, la conspiration? il y a deux, je m'en ai vers là, justement, il y a deux catégories de personnes qui influencent comment la population. Tout d'abord, il y a certains médecins et des membres du conseil de ville qui s'opposent à la vaccination obligatoire. On fait même circuler des pamphlets disant que la vaccination est un acte non naturel, sale, impur, et même qui relève plus de la sorcellerie. On dit aussi que il y a des catholiques ultramontains qui vont dire que la vaccination annonce pour eux le triomphe des autorités laïques sur les autorités religieuses, qui, on se rappelle, sont très impliquées dans le milieu hospitalier à l'époque. Et le vaccin représente en fait une atteinte à la liberté de conscience et à la liberté individuelle de la population. Puis, il faut souligner qu'à l'époque, les catholiques... Oui, exactement. Puis les gens aussi se disent que ça sert à quoi, en fait, d'aller faire guérir mon enfant? C'est l'heure que Dieu a choisie pour qu'il meure. Donc, ça sert à rien. Il va mourir entre les mains du médecin de toute façon. Donc, c'est d'accepter ce qui est voulu par Dieu dans un sens. Puis, ça ressemble. Il y a beaucoup de mortalité infantile. Comment? Ça ressemble au discours qu'on voit actuellement dans certaines communautés, là, dont les témoins de Jéhovah qui ont un discours similaire autour du fatalisme, de la destinée. C'est ça, ben oui, c'est du discours, ça apparente beaucoup. Ah, c'est quand même assez intéressant parce que je peux raconter une affaire justement avec les mouvements anti-vaccins actuels. Les arguments sont très similaires de un. C'est sûr qu'on a des arguments différents, notamment, mettons, sur l'injection de produits chimiques, etc. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'on est capable, en fait, le mouvement anti-vaccin actuel réussit somehow à rejoindre le mouvement, la question du nouvel ordre mondial et la question antisémite. Quand même. Oui, Thomas?
Oui, mais je pense qu'il faut regarder ce problème-là, pas nécessairement à travers le regard de ce que le vaccin peut faire. Je pense que ça, c'est plus des excuses Mm. pour un mouvement qui, à la base, trouve que la vaccination, les systèmes économiques, peu importe, sont en fait une intrusion sur leur vie. C'est l'État qui arrive et qui s'attaque à leur vie et qui impose quelque chose. C'est une imposition sur leur propre liberté. Pour les personnes rationnelles, c'est une imposition tolérable. Je veux dire, en général, on va accepter le vaccin parce que justement, on se dit que c'est pour le bien commun. On peut tolérer cette intrusion-là du politique. Mais pour d'autres personnes, cette intrusion-là, et pourquoi aux États-Unis, je pense que c'est un lieu très fécond pour ce genre de conspiration-là, c'est une intrusion de l'État et de ses agents qui sont les médecins, qui sont la DPJ, par exemple, qui sont tous ces autres individus. Je passe la parole à Camille rapidement, Oui. qui ne parle pas beaucoup. Mais c'est aussi une rupture avec l'ordre religieux où c'était plus l'ordre naturel voulu par Dieu. Donc, si tu mourais, ben, c'était la volonté de Dieu et tu t'en allais au paradis, etc. Puis, tout d'un coup, ben, tu as la médecine qui vient repousser les frontières imposées par la conception, je dirais, surnaturelle un peu. Puis, c'est en étudiant un peu le romantisme allemand, on voyait un peu l'espèce de différence qui arrivait quand toutes les avancées médicales et scientifiques sont venues un peu rompre l'ordre établi qui était que ben, si tu naissais puis que tu avais une maladie, ben, c'était la volonté de Dieu puis tu ne pouvais rien y faire. Et tout d'un coup, ben, l'humain qui est supposé être la version moins bien de Dieu, ben, elle est capable de modifier un peu sa volonté. Donc, sûrement que au 19e siècle, ben, il y avait encore cette espèce d'idéal-là que ben, la volonté de Dieu, c'était que ben, tu devais mourir. Puis elle s'est un peu transformée au fil du temps que maintenant, c'est le gouvernement qui t'impose de modifier ce que ton corps est capable de supporter ou non. Et les gens, en ce moment, on voit surtout l'espèce d'excuse de faites confiance à votre système immunitaire pour combattre le virus, alors que le système immunitaire, ben, il peut être faible ou il peut être fort. Ça dépend vraiment de tout le monde. Puis, tout d'un coup, c'est un peu l'espèce de rupture entre la science médicale et le naturel, on va dire, qui est un peu de laisser aller les choses malgré qu'on connaît les conséquences du fait de laisser aller les choses. Ouais. Et aux théories du darwinisme assez rapidement. Darwin est plus fort et... Anne-Émilie, en conclusion. Oui, en conclusion, finalement, Beaugrand pour mettre fin aux émeutes, parce qu'on s'en est sorti, heureusement. Il a mis en place, entre autres, une police sanitaire, un tribunal de la santé, dans le but de faire respecter les règlements, ce qui a plutôt bien marché à ce qu'on voit. Et Beaugrand va même jusqu'à solliciter l'appui de l'évêché pour influencer le Canadien français à respecter les lois. Puis on se rappelle que Beaugrand est réputé pour être anticlérical. Bien, il va enterrer la hache de guerre et va faire appel en fait à l'Église. D'ailleurs, il y a Monseigneur Fabre qui va se faire vacciner en public pour montrer le caractère inoffensif du vaccin aux fidèles. Puis, finalement, plus l'épidémie avance, plus les autorités religieuses vont tempérer leur position sur la question de la vaccination. Au final, l'épidémie de variole aura finalement fait 3000 morts seulement à Montréal. 90% de ces derniers sont des Canadiens français et 85% de ce pourcentage sont des enfants âgés de moins de 10 ans. C'est très tragique. Voilà. Effectivement, merci. Très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Quand même, on apprend des choses dans cette émission. On va rompre un peu avec le ton qu'on a depuis le début, je pense. Ça vaut la peine. Cassandre, je me retourne vers toi. Tu nous as préparé un petit quiz trivia, histoire de nous faire apprendre des choses sur les conspirations. Est-ce que c'est bien ça? Ah, toi, tu parles des zèbres aussi. Ouais, mais là, faites pas trop d'attente. J'ai pas poussé très loin la recherche.
On finit l'émission avec ça. C'est juste du bonbon, en fait. Puis, je vous avertis tout de suite, mon Wi-Fi aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Des fois, il lag. Fait que des fois, si j'ai l'air d'être robotique un peu, c'est normal. C'est pas... Oui, c'est pas j'essaie d'être weird, là. OK, donc je vais commencer. J'ai 3 questions aujourd'hui. La première, je vais l'envoyer à Thomas. Donc, des questions portant sur le thème de la conspiration. Question 1. À qui des milliers de personnes attribuent la création du coronavirus? A. Kim Jong-un. B. Le président de l'Organisation mondiale de la santé. Ou C. Bill Gates. Ouh. Il me semble que ça pourrait venir des 3. Je vais y aller avec Kim Jong-un. Eh bien non, mon ami, tu as mal fait. Tu connais mal l'information. La réponse est C, Bill Gates. Donc, vous avez probablement tous vu le TED Talk qui a été fait en 2015 par Bill Gates qui annonçait que la prochaine crise mondiale allait tourner autour d'une pandémie. Donc, en fait, beaucoup de conspirationnistes croient qu'il a créé le virus pour tirer profit d'un vaccin dont il aurait lui-même le secret pour procéder à l'abattage sélectif de la population mondiale ou encore insérer des puces électroniques sous la peau des gens. Oh, boy. Des puces Windows 10. Oui, c'est ça, exactement. La marque du diable. Oh boy. Ouais, mais tu sais, il n'est pas le seul à qui on attribue la création du virus. Les scientifiques chinois, par exemple, alors qu'en fait, on n'a aucune preuve que le virus ait pu être créé en laboratoire, sauf le président des États-Unis qui a l'air d'être au courant. Non. Il sait beaucoup de choses, d'ailleurs. Lui, il prend beaucoup d'hydrochloroxyne en ce moment, malgré les recommandations. Oh boy. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il est président des États-Unis, mais il ne peut pas nous donner les documents ou quoi que ce soit. Il peut partir à une guerre nucléaire, mais il peut pas nous donner les documents sur qui prouveraient que ce serait la Chine qui aurait fabriqué le virus. Je trouve ça un peu... Mais c'est le coup de Ça me guerre. fait rire, ça. Ouais, mais tu es président des États-Unis, tu peux faire ça. Là. Je change de question. Les amis, on s'était... OK, question 2 pour Camille. Donc, aux États-Unis, une théorie signale que le virus aurait été créé de toutes pièces par les démocrates pour A. S'attaquer aux plus vulnérables de la société, B. Nuire à la réélection de Donald Trump, ou C. Créer le désordre et instaurer une dictature démocrate. C. Eh bien non, toi non plus, tu connais mal tes théories de la conspiration. Et je l'ai vu. Je l'ai vu passer cette explication-là. Mais, en fait, je l'ai inventé cette réponse. La réponse est B, nuire à la réélection de Donald Trump, mais tu sais, C, on s'entend que c'est un peu vrai aussi, là. Donc, en fait, le 13 mars dernier, il y a un site Internet un peu douteux qui a repris un article du Times qui présentait, en fait, les impacts que le coronavirus allait avoir sur les prochaines élections. Puis là, ben, ils ont repris cet article-là en mettant plein d'informations tout croche, puis avec un titre plus accrocheur qui était « Le New York Times expose la vraie raison derrière la pandémie, détruire le marché économique pour enlever toute chance à Donald Trump d'être réélu. » Donc ça a fait le tour des médias sociaux et même en fait, au début de la pandémie, en février, Trump lui-même parlait du virus comme d'un canular. Donc voilà. Et pour la dernière question, je vais y aller avec Anne-Émilie. Donc, on en a discuté un petit peu tantôt, le 5G. Donc, la technologie du 5G serait liée au coronavirus selon certains. On l'a vu récemment, un couple de la rive nord de Montréal a incendié 5 cellulaires pour cette raison. Donc, quel serait le lien entre la technologie du 5G et la pandémie selon les dires? A. Les tours 5G dangereuses pour la santé se seraient multipliées dans les dernières années à Wuhan, en Chine, et nous rendraient plus faibles à pogner le virus. B.
les symptômes associés au coronavirus seraient plutôt dus à l'exposition au 5G, ou C, c'est la faute aux Illuminati? J'irais avec A, mais bon, c'est toujours la faute aux Illuminati quand même, mais A. Ben, c'est bon. En fait, c'est surtout A, mais c'est un peu des trois. On voit un melting pot de raisons là, dans les articles. Donc, en février dernier, c'est un médecin belge qui a lancé une idée en l'air qu'il pourrait y avoir un lien entre le 5G et le coronavirus sans apporter de preuves. Oh. Ça a été repris par les journaux, puis par surtout plein de YouTubers. Donc, ça a été vu des millions de fois sur Internet et notamment en Grande-Bretagne où il y a au moins 20 tours cellulaires qui ont été vandalisées. Mais le problème, c'est que c'est plutôt en Corée du Sud et non en Chine que les premiers réseaux 5G ont été installés. Et en Grande-Bretagne, ben, il n'y a pas de réseau 5G. Oh. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Good. Bien, merci. Ça termine bien cette émission, je pense. C'est ce qui clôt l'épisode cette semaine. Kylian Nguyen, merci. Nguyen. Je me pratiquais, oui, c'est ça. C'est Nguyen, pas Nguyen. J'ai un cousin qui s'appelle Nguyen, par exemple. C'est mélangeant tout ça. À chaque fois que tu viens, je me trompe. Je m'excuse. C'est correct. Comme ça. Je serai correct. Anne-Émilie Lacerte, Cassandre Roy de Rainville, Thomas Venn et Camille Gauvin, merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, qui nous suivez à travers cette pandémie. On sent que ça achève, la pandémie. En tout cas, il va y avoir une petite pause pour l'été, ça c'est sûr. À l'automne, on s'en reparlera. À 5000 j'aime là, sur notre page Facebook, on pourrait envisager de continuer durant l'été. Moi, je pense que 5000 pages Facebook puis 1200 sur YouTube, là, ça pourrait être pas pire. On n'est pas là actuellement. On a du travail à faire. Donc, 3 semaines pour le faire. Voilà. On fixe les barèmes. On vous invite à cliquer j'aime sur notre page Facebook et à mettre un gros pouce en haut sur la vidéo YouTube. On est aussi diffusé les lundis à 5h sur les ondes de choc.ca en rattrapage. Ça a commencé 2 semaines. C'est un peu en retard. Ça vous permet de rattraper les épisodes que vous aurez manqués. Et voilà, mon nom est David Girard à l'animation et on vous retrouve la semaine prochaine.